Bonjour, mon nom est Michel Sauvé. Je suis comptable professionnel agréé comme vous. Je travaille comme volontaire pour le programme de littératie financière et je vous présente maintenant le programme Gérer ses finances à la retraite. Donc, au programme, l'importance de la gestion de vos finances à la retraite, l'art d'établir un budget, les stratégies courantes à la retraite, les outils et ressources et la période de questions qui est standard dans toutes les présentations. Donc, ce qu'il faut savoir quand c'est le temps de gérer ses finances à la retraite, c'est qu'au départ, la génération qui arrive à la retraite est la génération qui jouit de la meilleure santé et de la plus grande longévité de l'histoire. Donc, vous avez des besoins accrus en épargne retraite. Les prestations versées par l'État ne suffisent pas. Les régimes de retraite privés et les régimes de retraite publics se transforment et les plans financiers à long terme à la retraite réduisent le stress. Donc, au niveau de vos finances à la retraite, si on remonte en arrière, vous avez probablement eu plusieurs emplois au cours de votre carrière. Dans certains cas, vous aviez des fonds de pension, dans d'autres cas, vous n'en aviez pas. C'est une chose qui est à considérer maintenant que vous êtes à la retraite. Aussi, il faut voir les changements au point de vue des politiques gouvernementales, comme la pension de vieillesse qui était à 65 ans et qui maintenant va passer à 67 ans. Et aussi, l'autre élément à considérer, c'est l'espérance de vie. Avant ça, l'espérance de vie était beaucoup plus courte. Maintenant, quelqu'un qui arrive à sa retraite à 60 ans a au moins une espérance de vie jusqu'à 85 ans, donc il doit planifier pour au moins 25 ans. Donc, comme on doit planifier pour une période de temps qui est très longue, la première chose qu'on doit faire, c'est équilibrer notre budget. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on reçoit toutes les prestations auxquelles on a droit, compte tenu qu'on a une situation où pour avoir une prestation, il faut la demander, elle ne nous est pas accordée d'office. Donc, aussi, si on a un budget limité, il faut déterminer quelles sont les dépenses qui sont essentielles et quelles sont les dépenses qui sont superflues. Et aussi, comment composer avec les ressources limitées qu'on a au niveau de nos revenus. Donc, au niveau des sources de revenus de retraite, donc les premières auxquelles on pense, ce sont les prestations de l'État, donc des régimes publics. Au Canada, c'est le régime de pension du Canada. Au Québec, c'est le régime de rente du Québec. Il y a la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenus garanti. Au niveau des régimes de retraite des employeurs, si on ne ferait un pendant votre période active, il y a les régimes à prestations déterminées et les régimes à cotisation déterminée. À prestations déterminées, ce sont les régimes qui vous garantissent un montant mensuel pendant votre retraite. Et à cotisation déterminée, votre employeur mettait pour vous dans le régime un montant à tous les ans, mais ne garantissait pas la prestation finale. Et vous avez vos régimes personnels, que à peu près tout le monde a maintenant, un REER, qui est un régime enregistré d'épargne retraite, un CELI, un compte d'épargne libre d'impôt, et finalement les épargnes que vous avez dans les régimes qui sont non enregistrés. Dans le cas des prestations de retraite des régimes publics, il serait bon de demander au moins 6 mois avant la date prévue de la retraite, la demande de paiement pour cette date-là. Donc, au niveau de l'épargne et des placements personnels, le régime le plus important que toute personne qui arrive à la retraite a, c'est un REER, un régime enregistré d'épargne retraite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on sort l'argent de notre REER, le montant est imposé en tant que revenu, et non pas comme gain capital ou dividende comme on pouvait avoir dans le régime. Donc, à l'âge de 71 ans, le montant que vous avez dans votre REER doit être transformé dans un FER, qui est un véhicule de retrait des montants accumulés. Et également, au point de vue planification fiscale, vous devez regarder finalement, si vous avez d'autres revenus, quels sont les montants que vous retirez pour minimiser l'impôt à payer. Donc, encore là, au niveau de l'épargne des placements personnels, il y a également le CELI, le compte épargne libre d'impôt, qui existe depuis 2009. Si vous prenez votre retraite actuellement, le montant pourrait être moins élevé, mais même si vous êtes à la retraite, vous pouvez toujours continuer d'investir dans votre CELI. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau du compte d'épargne, c'est que le compte d'épargne libre d'impôt, c'est que les montants retirés ne sont pas imposables. Et vous pouvez également faire une planification entre votre REER et votre CELI. Et dans chaque cas, c'est une situation personnelle qu'on doit analyser. À ce stade-ci, on ne peut pas le faire pour toute l'audience.
Donc, également, au point de vue épargne et placement personnel, il y a l'épargne qu'on a dans les instruments non enregistrés, au niveau de notre compte d'épargne personnelle, le portefeuille de placement et les rentes. Une rente qui est tout simplement un montant qu'on donne à une institution en retour de quoi cette institution-là va nous garantir un montant mensuel jusqu'à 90 ans ou, dans le cas d'une rente viagère, toute notre vie. Il existe également des hypothèques inversées, donc beaucoup de programmes sont annoncés à la télévision. Comme tel, c'est possible que quelqu'un dans votre audience en parle. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose, mais c'est un élément, un produit financier qui doit être analysé en comparaison à d'autres produits qui existent sur le marché. Donc, dans un cas comme ça, si on vous pose la question, vous direz tout simplement, c'est une question complexe, ça existe. Si vous voulez en discuter, venez me voir après. Donc, quand on arrive à la retraite, même si ça paraît un petit peu bizarre, il y a également une stratégie d'épargne qui vient également avec le budget. Donc, la première chose que vous regardez, c'est quelles sont vos habitudes de dépenses. Est-ce qu'il y a des dépenses pour vous qui sont importantes, qu'on ne peut pas comprimer, ou il y en a d'autres, par contre, vous voulez vous faire plaisir. Vous regardez également vos dépenses courantes, c'est des choses qu'on a tendance à oublier. On dépense beaucoup de choses sur toutes sortes d'éléments et on ne fait jamais le total. Aussi, ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est faire appel à la technologie. Vous pouvez mettre tout simplement votre budget sur une feuille de travail de style Excel, tout simplement, et calculer finalement qu'est-ce que vous avez comme revenu et qu'est-ce que vous avez comme dépenses. Une chose que vous pouvez utiliser pour aider les personnes au niveau de leur habitude de dépense, c'est de regarder aussi quelles sont leurs valeurs. Donc, vous avez le formulaire confirmation de valeurs qu'ils peuvent utiliser et compte tenu de leurs valeurs, ça va se refléter dans leurs dépenses. Ce n'est pas à vous à dire aux personnes dans leur audience comment dépenser leur argent. Pour faire un budget, donc au départ, il faut déterminer quelles sont nos dépenses sur une base mensuelle. Un budget sur une base annuelle ne sert absolument à rien parce qu'on peut avoir des variations durant l'année. Donc, une des façons qui est proposée ici, c'est d'établir les dépenses suivant différentes catégories. Donc, au départ, on a nos dépenses fixes, le logement, le prêt automobile. On peut avoir des dépenses variables, l'alimentation, transport, chauffage, électricité. Et on a aussi des dépenses discrétionnaires sur lesquelles on peut ajouter l'habillement, les cadeaux, les sorties au restaurant, sorties culturelles. Et on a aussi par la suite des dépenses périodiques à un moment spécifique dans l'année, comme les vacances durant l'été, Noël. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est prêt à comprimer ces dépenses-là ou non? Pour aider les personnes à qui vous faites la présentation, vous pouvez leur recommander le tableau Mes dépenses pour que les personnes puissent, sur une certaine période de temps, voir où va effectivement l'argent dépensé. Donc, un des problèmes qu'on a à la retraite, c'est tout simplement la question de l'espérance de vie, qu'on appelle tout simplement une question de temps. Ce que vous avez ici, c'est l'espérance de vie des hommes et des femmes selon les différentes provinces qu'on a au Canada. Donc, si un homme prend sa retraite à 60 ans, il est au Québec, son espérance de vie, c'est 79 ans. Donc, l'espérance de vie, c'est une moyenne. Il y a des personnes qui peuvent vivre moins longtemps que ça et il y en a qui peuvent vivre au-delà de 79 ans. Donc, il faut prévoir des revenus pour au moins 20 ans. Et dans le cas des femmes, l'espérance de vie, c'est 83 ans. Donc, il faut prévoir encore plus dans le cas d'une femme. Donc, il n'y a pas de moyen de s'en sortir. On doit planifier pour au moins 20 ou 25 ans, qui est une période très longue. Il n'y a aucune garantie que les personnes vont vivre jusqu'à 79 ans pour un homme ou 83 ans pour une femme. Ça dépend de votre état de santé, ça dépend de votre hérédité, des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais il reste que, statistiquement, on peut considérer que les personnes vont vivre encore 20 ans après l'âge de leur retraite. À titre d'exemple, pour avoir une idée de l'espérance de vie, vous pouvez prendre l'âge de vos grands-parents maternels, l'âge de vos grands-parents paternels, donc la moyenne d'âge de vos grands-parents chaque côté de votre famille, l'âge finalement au décès de votre père, l'âge au décès de votre mère, et vous divisez par 4, et ça vous donne déjà une idée de votre espérance de vie. Donc, pour optimiser vos ressources à la retraite,
la première chose que vous devez considérer, c'est générer du revenu. Vous allez avoir les programmes de l'État et vous allez avoir finalement les sommes d'argent que vous avez accumulées pendant votre vie active qui vont vous permettre d'avoir un revenu supplémentaire à la retraite. Vous devez également vous servir de tout ce que la fiscalité vous offre au point de vue des crédits d'impôt pour diminuer la facture d'impôt que vous avez à payer à chaque année. Et aussi, vous devez considérer que vos actifs doivent être protégés contre l'inflation et contre la fraude. Dans le cas de l'inflation, on a tendance à oublier que si j'ai 2 d'inflation par année, après 10 ans, mon pouvoir d'achat a diminué d'au moins 20 Et au niveau de la fraude, les personnes âgées sont souvent des victimes de fraudeurs par téléphone ou maintenant par Internet, où on essaie tout simplement de voler votre argent. Au niveau de l'optimisation des ressources à la retraite, la première chose, c'est générer du revenu. Et générer du revenu, c'est tout simplement le rendement que j'ai sur un actif financier. Donc, il y a les placements à faible risque, les certificats de placement garantis, ce qu'on appelle couramment des CPG, des obligations de société, des actions donnant droit à des dividendes, donc il y a un risque déjà plus élevé qu'un CPG, et également, il y a des rentes, qui sont des rentes fixes ou des rentes viagères. Dans le cas d'une rente, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'une rente, c'est une somme d'argent que je donne à une institution financière, qui est une compagnie de fiducie ou une compagnie d'assurance vie. En retour de cette somme d'argent-là qui est donnée, l'institution financière me garantit un paiement mensuel pour une période déterminée, certains cas jusqu'à 90 ans, ou viagère, c'est-à-dire pendant toute ma vie. Mais ce que vous devez expliquer, c'est qu'une fois que l'argent est donné, il y a un engagement et les personnes qui ont donné l'argent pour la rente ne peuvent pas ravoir ce montant-là par la suite. La seule chose qu'ils vont obtenir, c'est un montant mensuel pendant une période de temps X. Au niveau de votre portefeuille de placement, vous devez considérer la notion en finance qui est le rendement contre le risque. Les certificats de placement garantis ont très peu de risques, mais ont peu de rendement. Et ce que vous cherchez également à la retraite, c'est du rendement. De l'autre côté, vous avez des actions qui vous donnent des dividendes, qui ont un rendement beaucoup plus élevé, mais qui ont plus de risques. Dans l'établissement de votre portefeuille, vous devez considérer le rendement que vous voulez par rapport au risque que vous êtes prêt à prendre. Et le risque est une notion personnelle. D'accord. Au niveau de l'optimisation de vos ressources à la retraite, l'élément le plus important est également de réduire vos impôts. Donc, les façons de le faire, c'est par des retraits équilibrés entre les montants qui proviennent des régimes enregistrés et des montants qui viennent des régimes non enregistrés. Profitez du fractionnement de revenus de pension que vous avez entre vous et votre conjointe si vous en avez un. Il faut également faire en sorte que vous maximisiez tous les crédits d'impôt, des prestations du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec. Il y a énormément de programmes qui existent. De là l'importance d'en parler avec votre comptable pour déterminer finalement qu'est-ce que vous allez chercher. Et généralement, c'est dans le cadre de votre déclaration d'impôt que vous allez chercher ces programmes-là. L'autre élément à considérer, c'est les questions de planification successorale, puisqu'éventuellement, on finit par décéder. Donc, l'importance d'avoir un testament et également d'avoir un mandat d'inaptitude et de consulter également votre comptable pour déterminer la façon de minimiser l'impôt. Également, le problème qu'il y a à la retraite, c'est que les personnes âgées sont souvent des cibles pour des fraudes. Donc, c'est une situation où tout simplement, soyons honnêtes, des voleurs essaient tout simplement de prendre votre argent. Donc, les personnes âgées sont généralement les cibles idéales parce qu'elles sont isolées. Donc, ce qu'on fait généralement, on leur offre des services qui sont frauduleux, qui, dans beaucoup de cas, ne sont jamais livrés, des prix bidons ou des arnaques célèbres comme la lettre du Nigeria, qui est tout simplement Monsieur est un ancien ministre d'un certain pays, il y a 10 millions à sortir du pays et il a besoin de votre aide, s'il vous plaît, envoyez-moi de l'argent pour que je sorte l'argent. C'est une chose qu'on voit très souvent et ça, c'est des choses qu'on va voir sur Internet. L'autre cas qui arrive fréquemment, quelqu'un vous appelle, je suis ami de votre petit-fils, il a eu un accident, il a besoin de 500 $, il est blessé, il ne peut pas aller chercher, je vais aller chercher l'argent à sa place et
je dois avoir l'argent dans une demi-heure. Donc, le petit-fils n'est pas blessé et bien entendu, c'est un cas, encore une fois, d'une arnaque pour aller chercher de l'argent. Donc, au niveau de la retraite, on peut diviser quand même la période de retraite en 3 parties. Donc, la première étape qu'on appellerait l'étape de dépense, tout simplement, j'arrive à la retraite, je veux faire ce que je n'ai jamais fait pendant ma vie active. Maintenant, je veux me payer un voyage, je veux faire des dépenses comme un chalet ou peu importe, rénover la maison. J'ai le temps, j'ai l'argent, je veux le faire. La deuxième étape qui est un peu, j'ai fait mes dépenses, je me suis calmé un peu, la santé est un petit peu moins bonne. Donc, à ce moment-là, mon rythme de vie est un peu plus standard et la dernière période est l'attente. Donc, tout simplement, ma santé a décliné. C'est la période de ma vie où je vais avoir besoin de beaucoup plus de dépenses au point de vue santé et médicaments que je n'avais pas au début de ma retraite. Donc, au niveau, comme j'ai différentes étapes au niveau de ma retraite, mes stratégies de placement doivent refléter finalement les étapes de ma retraite. Donc, il va d'un risque faible pour des sommes d'argent que j'ai besoin maintenant. Et d'un autre côté, je dois quand même prendre un peu plus de risques parce que mon capital doit également me procurer un revenu finalement dans 15 ou dans 20 ans d'ici. Si on considère que vous avez une période de vie de 20 ans, vous devez également considérer 2 choses. Des placements à faible risque qui vont garantir votre capital, mais d'un autre côté, vous devez également considérer des placements à risque un peu plus élevés qui vont vous apporter un rendement dans la dernière partie de votre retraite. Donc, les autres mises en garde qu'il faut également considérer, donc l'obligation de soutien d'enfants adultes, même si vos enfants adultes, il peut leur arriver des pépins dans la vie, une perte d'emploi, un divorce, aide finalement aux études des petits-enfants et comme personne à la retraite, on peut vous demander de les aider tout simplement ou vous voulez aider vos enfants. Également, l'autre chose que vous devez considérer, c'est que la retraite est la dernière phase de votre vie. Donc, avoir un testament, avoir une procuration. La procuration est importante. Si vous êtes incapable de gérer vos biens, quelqu'un en qui vous avez confiance devra le faire. Et aussi, faire attention, avec l'âge, il y a certaines personnes qui ont un déclin cognitif. Ils n'ont pas leur tête comme ils avaient dans le passé. À ce moment-là, ils peuvent être des victimes faciles pour des fraudeurs. Donc, toujours surveiller ses parents, si c'est le cas, ou si vous êtes une personne à la retraite, être en contact avec quelqu'un qui pourra, finalement, examiner, finalement, et assurer que vous avez toujours votre tête pour vous occuper de vos affaires. Donc, pour gérer, finalement, vos finances à la retraite, il existe différents documents qui est possible d'obtenir de la part de l'Agence de commission des matières financières au Canada. C'est ce que vous pouvez trouver sur les sites Internet de Service Canada. Les sites sont indiqués sur cette page, tout simplement. C'est très important de recommander aux personnes de votre auditoire d'aller les chercher, puisque pour vous, c'est une information qui est objective. Vous ne leur vendez rien et ces personnes-là peuvent faire le calcul eux-mêmes, qui est déjà une base quand ils veulent vous rencontrer par la suite. Donc, quand vous arrivez à la fin, il y a une question-réponse. C'est tout simplement important de répondre aux questions que les personnes ont pour pas qu'ils quittent la salle avec des interrogations. Aussi, ça vous permet de les rencontrer par la suite et n'oubliez pas, quand vous terminez, de les remercier d'avoir été là et également leur dire qu'il existe d'autres présentations qui pourraient les intéresser, leur donner la liste et s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous avez déjà une présentation qui est sur pied.